2014, une réunion du Conseil national de sécurité, CNS, présidée par le chef de l'État, s'est tenue ce matin au palais présidentiel, une réunion extraordinaire sur fond de prévention contre l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. La lutte contre Ebola, c'est aussi l'affaire de la Banque africaine de développement BAD qui vient de faire un don de près de 30 milliards de francs CFA à l'OMS, un financement destiné à renforcer la réponse à la lutte contre l'épidémie qui, à ce jour, a fait plus de 1400 morts dans la région ouest-africaine. En France, 8 changements à noter dans le nouveau gouvernement Valls II. L'équipe de 16 membres a été présentée hier par Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, un remaniement qui confirme la nouvelle ligne sociale libérale de la gauche au pouvoir. Et puis, elles sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de football féminin. Les membres de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité. Anoloto exhorte tous les Ivoiriens à accompagner l'équipe féminine nationale à la victoire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans la grande édition. C'est mercredi aujourd'hui à suivre donc également dans ce 20h Eco Plus, la page économique de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur les ressources humaines sur lesquelles la Côte d'Ivoire pourrait s'appuyer pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Mais d'avant, ce mercredi 27 août 2014, de 10h30 à 12h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au cours de cette séance de travail, le Conseil national de la sécurité a tenu à remercier les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur appui à la gestion de cette épidémie considérée par l'Organisation mondiale de la santé depuis le 8 août 2014 comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Prenant note de l'absence de cas déclarés de malades à virus Ebola en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a arrêté les mesures ci-après. 1. Confirmation et respect des mesures préventives contenues dans le communiqué du gouvernement du 10 août 2014 et de la décision de fermeture des frontières avec les républiques sœurs de Guinée et du Libéria du 22 août 2014. Mise en place d'un comité de veille présidé par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce comité, qui est chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures préventives, peut recourir à toute expertise nécessaire. Troisièmement, examen par le comité de veille des possibilités d'ouverture avec les pays touchés par le virus de couloirs humanitaires, sanitaires et économiques sécurisés dans le strict respect des dispositions prévues par l'Organisation mondiale de la santé, tout en réaffirmant la ferme volonté du gouvernement ivoirien de préserver les excellentes relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et les pays frères concernés. Le Conseil national de sécurité tient à préciser que ces décisions exceptionnelles s'inscrivent dans le strict cadre des mesures préventives destinées à protéger l'ensemble des populations, y compris étrangères, vivant sur le territoire ivoirien. Le Conseil national de sécurité appelle à la solidarité à l'égard des pays touchés par l'épidémie et des pays à risque, la vigilance accrue du personnel de santé, de défense et de sécurité, des autorités administratives, religieuses, traditionnelles et des populations pour le respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. La lutte contre Ebola, c'est aussi l'affaire de la Banque africaine de développement BAD qui vient de faire un don de près de 30 milliards de francs CFA à l'OMS. Ce financement de la BAD, selon Donald Akaberoka, son président, est destiné à renforcer la réponse à la lutte contre l'épidémie qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis le mois de mars. Il a par ailleurs révélé que la BAD œuvre pour la mobilisation de 150 millions de dollars américains, soit 75 milliards de francs CFA supplémentaires. La signature de l'accord de ce don a eu lieu hier à l'immeuble CCIA, siège de la BAD. Moussa Konaté, Franco Dio. Lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, la BAD, Banque africaine de développement, apporte son soutien à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. L'institution financière panafricaine fait don de 30 milliards de francs CFA. Un don destiné à aider les pays touchés par la maladie. Le don a été reçu par Dr Louis Sambo, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Comme vous le savez, il n'y a pas de médicaments ni de vaccins pour la maladie à virus Ebola. Il y a des produits qui sont candidats à des médicaments et des vaccins. Et l'OMS a très récemment réuni un comité d'éthique pour analyser la possibilité qu'on puisse utiliser dans le contexte d'épidémie un certain nombre de produits candidats à des médicaments pour sauver des vies.
Donald Kaberuka, président du groupe de la BAD, a exprimé ses inquiétudes sur l'économie des pays touchés suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie. Nos États doivent se préparer tous à faire face à cette crise. Mais cette fermeture des frontières, à long terme, sera très préjudiciable. Dans nos premières estimations, je crois qu'une perte de 1% du PIB, voire 1,5%, n'est pas impossible. Mais nous devons voir cela à long terme. Donc nous avons du travail à faire à court terme et à moyen terme. La BAD ne veut pas s'arrêter là. Elle compte à mobiliser un montant supplémentaire de 150 millions de dollars, soit 75 milliards de francs CFA. C'est un véritable affront qui se dresse en Côte d'Ivoire contre la fièvre Ebola. Le secteur privé se met aux côtés du gouvernement à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les contributions financières continuent d'affluer pour fermer la porte à toute entrée sur le territoire ivoirien de l'épidémie. Après quelques banques, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale qui a récemment fait un don au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il s'élève à 50 millions de francs CFA. Les précisions de Christelle Menat. La mobilisation se poursuit dans le secteur privé et c'est en appui au gouvernement pour le plan national de lutte contre la maladie à virus Ebola. 50 millions de francs CFA ont été offerts par la Caisse nationale de prévoyance sociale au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Un don qui traduit l'urgence pour tous d'empêcher l'entrée sur le territoire ivoirien de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les pays voisins à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous formulons le vœu de voir s'intensifier les actions en faveur de la mutualisation de nos efforts aux côtés du gouvernement en vue de mesures énergiques qui nous prémunissent efficacement contre cette maladie. Nous avons jusqu'aujourd'hui reçu dans cette salle l'accompagnement d'autres entreprises que nous qualifions de citoyennes et tous les appuis que vous nous apportez servent, n'est-ce pas, à endiguer et enrayer l'entrée, en tout cas prévoir que cette épidémie n'entrera pas en Côte d'Ivoire. La somme offerte financera l'achat de matériel de prévention, mais également une campagne de sensibilisation et d'information sur la maladie à virus Ebola. Sensibilisation déjà entamée dans les locaux de la CNPS. Un comité de veille y a été mis en place et des mesures préventives ont été adoptées, notamment au niveau de l'accueil. Notons qu'un grand nombre de personnes sont accueillies chaque jour dans les locaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Parmi les gestes à adopter pour éviter de contracter le virus Ebola, il y a le fait de se laver les mains régulièrement. Mesure préventive très en vogue à Adzopé. Les autorités de la ville viennent de lancer une campagne de lavage des mains aux différentes entrées de la ville. Tous les passagers des véhicules de transport en commun et personnel de passage dans la ville seront désormais soumis à la pratique. Une campagne qui pourrait s'étendre aux ménages. Herman Niamia. Désormais, tous les passagers des véhicules de transport en commun et des véhicules personnels de passage à Adzopé seront soumis à cet exercice. Le lavage des mains aux différentes entrées de la ville, c'est l'idée originale des autorités locales pour sensibiliser les populations sur la fièvre d'Ebola qui frappe aux portes de la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette action vise à accompagner les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Se laver les mains, il y a une technique. On ne se lave pas les mains tous dans le même récipient et puis aller les rincer dans le même récipient. Et c'est pour ça que nous avons envoyé un dispositif là qui pourrait peut-être faire école. L'initiative est encouragée par les populations. Selon elle, la lutte contre l'entrée du virus d'Ebola en Côte d'Ivoire doit être l'affaire de tous les habitants du pays. C'est un geste louable. Je pense que si nous voulons prévenir la maladie, c'est essentiel que tout le monde le fasse. Et on souhaite que ça se fasse plus aux frontières. Parce que là, on est déjà rentré dans le pays. Si ça s'est passé à la frontière avant de rentrer, je pense que ce serait la meilleure prévention. Moi, je négligeais cette affaire-là. Je négligeais, mais aujourd'hui, je viens de comprendre vraiment que c'est réel, cette affaire d'Ebola. Donc vraiment, je remercie les autorités et tous ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Pour ce lancement de la campagne contre l'Ebola à Adzopé, les autorités locales avaient à leur côté le directeur général de la santé, le professeur Boyapo. Avant cette cérémonie, la vigilance des autorités a permis de saisir de la viande de brousse qui a été brûlée au cantonnement des eaux et forêts d'Adzopé. Voilà, c'était tout pour le chapitre concernant la fièvre Ebola. Après les enquêtes, auditions et écoutes initiées par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation au CDVR, place maintenant aux audiences publiques
Des rencontres devant confronter bourreaux et victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues. Ces audiences publiques vont débuter lundi prochain ici à Abidjan, annonce faite aujourd'hui par le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les participants à ces audiences seront issus des 60 000 victimes étendues lors des séances d'écoute préalables lancées fin février dernier par la CDVR. Broléon. Le nombre des victimes des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011 est désormais connu. 60 000 selon la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, et c'est au terme de ces activités d'écoute, d'audition et enquête sur l'ensemble du territoire pour établir la vérité. Ce sont donc à ces 60 000 victimes et leurs supposés bourreaux que la CDVR ouvre ses audiences publiques à compter du 1er septembre pour 2 mois. Il s'agira de concilier les concernés, les audiences visant pour les présumés auteurs de violences à avouer leurs fautes et demander pardon, puis pour les victimes d'obtenir réparation des préjudices subis. Nous ne devons pas cacher la vérité afin que chaque fils et fille de ce pays ne se tourne plus le dos en écoutant des politiciens égoïstes. Rendre justice pour consolider la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, les audiences publiques, phase la plus visible et spectaculaire des travaux de la CDVR, sont soutenues par l'ONU. Sa représentation en Côte d'Ivoire souhaite toutefois des audiences sécurisées qui garantissent l'équité, la protection et la sécurité aux candidats à la comparution, des conditions déjà réunies, selon le président de la CDVR. Ces audiences n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre. En effet, la CDVR n'est pas une cour. Les commissaires ne sont pas des juges. Ces audiences mettront l'accent sur les procédures d'apaisement, de conciliation, de restauration du lien social et de revitalisation de la citoyenneté parce qu'il faut ressouder la nation et rétablir notre culture de la paix. Mieux, Charles Konabani explique que le processus engagé par la CDVR vise à promouvoir une société qui refuse la violence, l'esprit de vengeance et l'impunité, une société où le respect des droits humains devient une valeur cardinale. Ces audiences prévues pour se tenir ici à l'Ivoire Golf Club de la Riviera à Cocody seront retransmises en direct par les médias d'État. La Côte d'Ivoire veut aller à l'émergence, c'est connu, l'échéance est 2020, c'est-à-dire exactement dans 6 ans. Les expériences réussies dans les pays qui ont réalisé l'exploit indiquent que les ressources humaines sont la pierre angulaire pour parvenir à une émergence. Quelle est la situation des ressources humaines ivoiriennes? Tous les secteurs clés sont-ils suffisamment pourvus en matière crise? Quels sont les nouveaux principes à observer? Que puiser à l'extérieur? Ça fait beaucoup de questions, mais rassurez-vous, elles trouvent réponse dans EcoPlus, la page économique de la rédaction, proposée par le service économie, un sujet de Noël Niagno. L'économie ivoirienne, elle est diversifiée. Elle est l'une des plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent. Elle a une dominante, le secteur agricole, 25% du produit intérieur brut, 40% des recettes d'exportation. Le président Alassane Ouattara veut porter cette économie à l'émergence à l'horizon 2020. Une des exigences de cette ambition, la qualité des ressources humaines. Ce sont des hommes de qualité qui peuvent maîtriser la technologie, qui peuvent innover, qui peuvent concevoir. Voilà qui explique certainement l'investissement à grands frais de Feu Félix Houphouët-Boigny dans la formation des hommes. 3 décennies après, les preuves sont là, les témoignages aussi. La Côte d'Ivoire a de grands professeurs, la Côte d'Ivoire a des érudits qui nous ont formés, qui nous ont donné leur savoir. Le 3e pont de la Côte d'Ivoire a été conçu par les ingénieurs ivoiriens, mais qui ont été formés il y a 20 ans. Seulement voilà, notre système éducatif et de formation depuis au moins 2 décennies laisse tous les ans sur le bas-côté de la route plus de 200 000 jeunes sans qualification. Et pour ceux qui en ont, ils ne sont pas aptes à l'emploi. Mais l'espoir est permis, la preuve. Nous avions un étudiant qui était en ingénierie financière. Alors, il est allé en stage au siège d'un ordre. Un ordre, je pourrais citer l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, avec qui nous sommes en partenariat. Et l'enfant a traité non seulement son sujet de mémoire, et quand il a fini de traiter son sujet de mémoire, l'ordre lui a confié un projet. C'était le financement de l'ordre des activités de l'ordre d'expertise comptable par la Banque mondiale.
Pour le gros du lot, les pouvoirs publics ont un début de solution. De la troisième à la seconde, il y a un résiduel et de la terminale à l'université, un résiduel. Et cette réforme-là va permettre de prendre en compte justement ces rejetés qui vont être intégrés soit dans des courts projets de formation de courte durée pour apporter de la requalification et des compléments de formation pour qu'ils soient outillés pour justement attaquer le marché de l'emploi. Au-delà de la requalification, des expériences de réussite sous d'autres cieux, mais en Afrique surtout, doivent être source d'inspiration. Grâce à la formation, aujourd'hui nous avons une unité de production qui produit une voiture toutes les 2 minutes, mais avec des Marocains. Tout ce qu'il nous faut, c'est la technologie, c'est entraîner nos étudiants à créer eux-mêmes au lieu qu'on importe et que ça nous coûte cher. On crée l'emploi en entraînant de façon appropriée nos étudiants dans le domaine de la technologie et des sciences mathématiques. Quand vous investissez dans la technologie, c'est quelque chose qui dure. Ça ne va pas s'épuiser. C'est quelque chose qui dure, qui est transmissible de génération en génération. Et donc ça, c'est le meilleur investissement pour l'Afrique. Autre approche non négligeable, la transformation du secteur informel par la formation des acteurs. On a une économie qui est caractérisée par une forte présence de l'économie informelle, malgré le fait que les acteurs n'ont pas toujours les compétences qu'il faut. Travaillons à leur donner ces compétences qui leur permettront d'augmenter leur productivité et d'augmenter la richesse. Déjà, ça permettra à ces petites et moyennes entreprises de se développer, de pouvoir recruter du personnel. Toute cette architecture doit être assise sur l'avènement d'un nouveau type de métier, le qualiticien. Avant, on faisait la police, c'était des inspecteurs qu'on mettait derrière les gens. Aujourd'hui, on doit mettre des qualiticiens derrière les gens, parce que les qualiticiens, ce n'est pas l'inspecteur, c'est des gens qui encouragent, c'est des gens qui te disent, voilà, tu devais le faire comme ça, voilà, tu ne l'as pas fait comme ça, fais-le comme ça. Et le type, il est plus réceptif à cette manière de faire qu'à une inspection où tu as mal fait, tu seras sanctionné. Point d'orgue de toute cette démarche vers l'émergence, une chose, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le gros problème que nous avons, c'est que les hommes de qualité ne suffisent pas. Il faut qu'ils soient dans un environnement qui leur permet de s'exprimer. Il y a un stock d'hommes de qualité dans ce pays. Ils existent, ils sont là. Il faut leur permettre de s'exprimer là où ils sont. Ce n'est pas de l'innovation, mais une juste mise en cohérence des principes de la mondialisation. Et le cap de 2020 ne sera qu'une formalité. Voilà, c'était EcoPlus, signé Noël Gnagno. En bref et en image, cette signature de convention entre la Commission nationale de la francophonie et l'Université de la citoyenneté et de la bonne gouvernance, signature qui marque un début d'action concrète entre les deux entités. Il s'agira notamment d'éduquer la population à la citoyenneté et de sensibiliser les gouvernants sur les règles de bonne gouvernance pour une Côte d'Ivoire consolidée et bientôt émergente. Bientôt, dans environ 2 semaines exactement, ce sera la rentrée des classes. Les cours de vacances, eux, tirent donc à leur fin. Nombreux sont les enfants de moins de 8 ans, pour la plupart en classe de CP1, CP2 ou CE1 qui suivent ces cours. Et pourtant, durant cette période, les enfants sont censés se reposer et même se distraire après 9 mois d'études. Autant se poser l'interrogation suivante, quelle est l'utilité de ces cours de vacances pour ces enfants de moins de 8 ans? Élément de réponse. Nous sommes dans la salle de classe d'Olivia dans la commune de Cocody. Olivia, âgée de 7 ans et admise en classe supérieure CE2, suit les cours de vacances à la demande de ses parents. 1 mois de cours de vacances pour Olivia. Ses journées sont partagées entre cahiers et jeux. Ma maman te dit qu'elle venir faire cours de vacances. Je ne suis pas fatiguée, ça me plaît. Comme Olivia, Ange Marie-Michel et Pierre-Yves suivent des cours de vacances, mais pour des raisons diverses. Ma maman voulait que je connaisse tout ce qu'ils vont faire à l'année scolaire. Je faisais les cours de vacances parce que mes amis faisaient les cours de vacances. Utilité des cours de vacances. Au niveau des parents d'élèves, les avis sont partagés. J'ai voulu que l'enfant puisse faire les cours de vacances afin qu'il ne soit pas dépaysé, qu'il y ait une révision en même temps, qu'il y ait eu un pas de plus sur ce qu'il va faire l'année prochaine. L'année scolaire étant déjà longue et fatigante, il est mieux que les enfants se reposent pendant les vacances. Pour la direction de la pédagogie et de la formation continue, les cours de vacances ne sont pas obligatoires. Mais s'ils sont organisés, ils doivent être aménagés surtout pour les plus jeunes. Si
Les enfants ont fait une bonne année scolaire. Il ne sert à rien de les mettre en cours de vacances. C'est important que les enfants, on leur laisse leurs vacances libres, qu'ils fassent autre chose qu'écrire, lire et compter. Cependant, il est aussi important pour certains enfants qui n'ont pas de problèmes de santé, qui ont eu des problèmes pendant l'année, le maître n'était pas souvent là, et qui ont eu des insuffisances dans leur apprentissage, qu'on puisse utiliser donc le temps de vacances pour compléter l'apprentissage. Quelle utilité pour les cours de vacances? Les raisons avancées sont diverses, notamment mettre à niveau les élèves en difficulté d'apprentissage ou les occuper sainement pendant les vacances. Le reportage de Salima Toudia a été commenté par Marie-Laure Ngoran. Dans l'actualité politique ce soir, la suite de la tournée du secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains dans la région du Ouorodougou. À en croire notre envoyé spécial dans cette partie du nord du pays, cette mission d'Amadou Soumaoro semble avoir renforcé l'union des fils et filles de la région autour du même idéal de développement local. La correspondance de Sidonie Davila. Étendus face contre terre, les doyens de Nangala, situés à 37 km de Séguéla, prennent une posture loin d'être banale. C'est plutôt un acte de grande portée qui implore de la sorte le pardon des fils du Ouorodougou. Et pour cause, la réconciliation préalable à tout développement. On a tout perdu parce que le Ouorodougou, il a besoin que ses enfants s'entendent. Et si les enfants s'entendent, tout ira pour le mieux. Sans la réconciliation, il n'y a pas de paix. Et puis les cadres aussi, il doit y avoir une bonne réconciliation. Cette réconciliation, vraiment, ça va faire que la population du Ouorodougou va avancer. La réconciliation et la cohésion, deux sujets longuement évoqués et souhaités par les populations au moment où le soutien à la candidature du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 est à l'ordre du jour. La paix et surtout la sécurité doit être le quotidien des populations ivoiriennes. En moins de 3 ans, le chef de l'État a mis la Côte d'Ivoire en chantier. En moins de 3 ans, le processus de réconciliation nationale a fait un pas en avant. Il ne pouvait en être autrement puisque le projet qu'il soutient, c'est un projet de vivre ensemble. Et c'est pour cela que cette mobilisation de mes parents s'explique par cela. C'est leur volonté exprimée d'adhérer à cette politique du président. À l'occasion de sa tournée, Amadou Soumaoro a annoncé l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, au cours du premier trimestre de 2015 dans le Ouorodougou. Cette bonne nouvelle suscite déjà beaucoup de joie et d'espoir chez le peuple ouorodougouka. Les membres du secrétariat exécutif du PDCI RDA, conduit par le professeur Maurice Kakou-Gikawe, ont effectué récemment une visite dans les locaux de l'ONI, Office national d'identification. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais avant, en bref et en image, cette rencontre entre Adama Bictogo, le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains, qui a réuni les élus du parti à la rue Le Pic, vous le voyez sur ces images. Une rencontre pour constituer le socle de la réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle. Une mission que s'est assignée le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains en charge des questions et mouvements politiques, Adama Bictogo, qui a confié hier à l'ensemble des élus de son parti au cours d'une grande réunion à la rue Le Pic. Il a donc demandé à tout le monde de se mettre en ordre de bataille en vue de mobiliser tous les militants pour la prochaine présidentielle. Je vous le disais tout à l'heure, les membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, conduits par le professeur Maurice Kakou-Gikawe, ont effectué hier une visite dans les locaux de l'ONI, Office national d'identification. La visite suivie d'une séance de travail a permis à la délégation de se rendre compte de la reprise effective de l'opération de délivrance de la carte nationale d'identité, aussi de comprendre le déroulement de l'opération et même faire des doléances. Le point avec Maïsako. Les locaux de l'Office national d'identification investis ce mardi par des membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Une visite pour féliciter l'ONI pour la reprise de la délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité. Mais il était surtout question pour les membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA de se rendre compte de l'effectivité de l'opération et de mieux comprendre son déroulement. Après un conseil des ministres depuis juillet 2014, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité,
a lancé l'opération d'identification ordinaire de la population, c'est-à-dire la production des cartes nationales d'identité. Donc nous sommes venus à la source parce que nous avons des contacts avec nos militants qui nous posent souvent des questions. Pour établir la carte nationale d'identité, il est demandé aux pétitionnaires un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif, un certificat de nationalité et un timbre de 5 000 francs CFA, les timbres étant disponibles dans les trésoreries et à la Caisse nationale d'épargne. Le processus est en bonne voie. Les premières cartes nationales d'identité ont été remises aux pétitionnaires, au dire du directeur général de l'ONI. Benjamin Essodjobo a expliqué à ses hôtes que l'Office est à la phase d'implantation de ses services à l'intérieur du pays. Après ces assurances, le secrétaire exécutif du PDCI RDA a tenu à faire des doléances. Nous avons fait quelques doléances pour dire s'ils pouvaient rapprocher leur point fixe du chef-lieu de sous-préfecture pour que ce soit encore plus proche et de faire en sorte que le coût réel diminue en diminuant le transport des populations. Suspendue en 2008, l'opération de délivrance de la carte nationale d'identité est bel et bien repartie cette année. Pour la phase ordinaire en cours, les pétitionnaires sont estimés à près de 3 millions. Il ne reste plus que 2 semaines avant la visite du chef de l'État dans la région de l'Ifou. Dans cette région, on trouve le département de Pricro, alors que les parents du département sont permanemment sensibilisés à la scolarisation de leur progéniture. Se pose le problème des infrastructures scolaires, notamment à Serebou et Kwasi-Kropri. Le témoignage de Victoria Angwa. Serebou, dernier village à nom en sortant du département de Pricro, doit sa célébrité au complexe sucrier ouvert en 1977 et abandonné en 1984. Pourtant, le village n'a bénéficié de rien, en témoigne l'image que présente son école primaire. Nous demandons au chef de l'État de voir Serebou, qui est village célèbre du département de Pricro. Mais quand on voit les cases de Serebou, ça fait mal au cœur. Il paraît qu'il y a école primaire EPP1, EPP2 de Serebou. Mais en réalité, voilà Serebou, l'école de Serebou. Nous demandons à l'État, au moins pour la réalisation du pont de Serebou, qu'il y ait une école primaire à Serebou. Un enseignant bénévole en vacances. Il tient toutes les classes, du CP1 au CM2, sous ce hangar, en face des vrombissements des machines de la société qui réalise le pont. 92 élèves recrutés, 70 à l'arrivée parce que les autres ont été transférés ailleurs. Les projets auraient existé sur papier. Complexe sucrier, maternité, école primaire ont été implantés ailleurs. En tout cas, le village se construit avec les moyens du bord, à côté du gigantesque pont de 150 mètres sorti des terres en novembre 2013. Serebou vit une injustice criante, martèle le porte-parole de la population. Pareil pour Kwasi-Kropri, village situé à 5 km de la voie principale dans la sous-préfecture de Kofi Amokro. Seul village de la sous-préfecture non électrifié. Ici, 3 classes composent l'école primaire. Regardez notre école. Derrière ici, devant l'école délabrée, et tout ce que vous voyez ici, c'est les efforts fournis par les villageois. Aucune aide de la part de l'État jusqu'à ce jour. 7 villages pour une école dans certaines localités, des mesures sont à prendre pour inverser la tendance. En France, 8 changements à noter dans le nouveau gouvernement présenté hier par Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée. Un remaniement qui confirme la nouvelle ligne sociale libérale. L'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé des affaires économiques, Emmanuel Macron, parti du staff présidentiel en juillet dernier, est nommé ministre de l'économie en remplacement d'Arnaud Montebourg, qui a démissionné pour cause de divergences idéologiques. Selon les propres termes de Manuel Valls, il fallait un gouvernement clair dans ses objectifs avec la continuité nécessaire et le renouvellement qui s'imposait. Pour terminer ce journal, ces filles qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de football féminin. Les membres de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité. Anoloto exhorte tous les Ivoiriens à accompagner l'équipe féminine nationale à la victoire. Awa Cissé, Hamza Diaby.
C'est en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique de football féminin qui se tiendra du 11 au 25 octobre 2014 en Namibie que l'équipe nationale a reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Désirée Ouloto est allée s'enquérir des réalités du terrain et apporter son soutien et celui du gouvernement à l'équipe. Occasion également pour la ministre d'exhorter tous les Ivoiriens à accompagner leur équipe nationale à la victoire. Votre départ, n'est-ce pas, pour la Namibie approche à grands pas. J'ai voulu donc venir, j'ai voulu m'imprégner de vos préparatifs, savoir si vous êtes fin prête et quel est l'encadrement qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez, vous aussi, faire rêver les Ivoiriens comme vos frères les éléphants. Nous sommes en plein dans la quinzaine de la solidarité. Je crois que les Ivoiriens devraient profiter de cette quinzaine pour apporter tout leur soutien aux éléphantes de Côte d'Ivoire. Les joueuses de l'équipe nationale saluent cette visite de la ministre. Elles entendent donner le meilleur d'elles-mêmes lors des phases finales de cette 9e édition de la Coupe d'Afrique de football féminin. Aujourd'hui, de la voir venir nous surprendre aux entraînements comme ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, quoi. Donc, pour ça, là, on va se battre encore aux entraînements pour qu'à la CAN, il y ait des retombées. La présidente de la commission de football féminin, elle aussi, se dit confiante. Les filles sont allées battre, se qualifier sur le terrain des championnats en titre. Donc je pense qu'elles ont les moyens. La fédération est en train de mettre les moyens à leur disposition. C'est ce qui se passe là. Elles s'entraînent régulièrement. Je pense qu'elles savent pourquoi elles sont là. Elles vont se battre pour cela. Un stage bloqué en Afrique du Sud du 21 septembre au 8 octobre mettra fin à la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique de football féminin. Cette préparation sera suivie d'un match amical avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.